Bonjour les mamans, je vais vous parler aujourd'hui de la MAP. Et la MAP, c'est la menace d'accouchement prématuré. Bon, beaucoup de mamans ont peur de ce qui pourrait arriver effectivement et c'est parfois tout à fait justifié. Donc on va en parler. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous rappeler que pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, que sous la vidéo, dans la description, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà. Alors, la MAP. Alors, quand on parle de MAP, ça concerne les grossesses qui sont entre, on va dire, 24 semaines d'aménorrhée et 36 semaines d'aménorrhée. Hein, parce que vous savez qu'à partir de 37 semaines d'aménorrhée, on ne parle plus d'accouchement prématuré et on laisse l'accouchement se faire s'il y a lieu, bien entendu. Donc, et il faut évidemment que ces femmes-là soient concernées par la présence de contractions. Or, vous le savez, il y a des femmes qui ont des contractions pendant leur grossesse et que ça ne dérange pas, dans le sens où ça ne porte pas préjudice au bon développement de bébé et donc au bon déroulement de la grossesse. Par contre, les femmes chez qui il y aura des conséquences, c'est-à-dire des modifications du col et pas obligatoirement une dilatation du col, hein, on parle de MAP lorsqu'on a une des modifications du col sans obligatoirement dilatation. Ça veut dire qu'un col qui en moyenne mesure entre 2,5 cm et 4 cm peut se retrouver, du fait de la présence des contractions, sans dilatation aucune, à une longueur qui n'est plus que de 3 cm ou 2 cm et demi. Voilà. En dessous de 2 cm et demi de longueur du col, on va commencer sérieusement à penser au risque de la menace d'accouchement prématuré et on va prendre les mesures nécessaires. Alors il y a juste une petite chose à préciser, c'est que certaines femmes ont d'emblée des cols qui sont très courts. C'est-à-dire que dès la première échographie, on peut se rendre compte que le col est à peu près à 2 cm et demi. Alors on ne va pas parler de MAP obligatoirement en cours de grossesse à ce moment-là, surtout s'il n'y a pas de présence de contraction utérine. Par contre, il est vrai qu'on aura vraiment tendance à beaucoup plus surveiller au cas où des contractions utérines apparaîtraient et qu'il y ait des modifications supplémentaires. Hein, vous l'avez bien compris, évidemment. Donc, euh, qu'est-ce qui est acceptable au niveau des contractions pendant la grossesse? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui ont des contractions utérines pendant toute la grossesse, sans préjudice aucun. Mais à ce moment-là, il faut quand même savoir qu'il ne faut pas que les contractions dépassent 10, 15 grands maximum. Hein. Donc, pas plus de 10, 15 contractions sur une journée. Voilà. Au-delà, non, il faut consulter, c'est pas tout à fait normal. Mais en deçà, effectivement, tout peut très très bien se passer sans aucune conséquence. Voilà. Alors, quelles sont les causes de, de la menace d'accouchement prématuré? Il n'y en a pas beaucoup en réalité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Eh bien, tout simplement des femmes qui n'en sont pas à la première grossesse et qui ont déjà présenté une menace d'accouchement prématuré au cours de la première grossesse. Il est possible que ça se renouvelle au cours des grossesses suivantes. Il y a aussi les grossesses multiples, c'est-à-dire au-delà de un bébé. Les grossesses donc gémellaires, on attend des jumeaux ou des triplés, voire davantage. Il y a un fort risque d'accouchement prématuré, effectivement. Et puis, une des grandes causes de l'apparition des contractions et donc du risque d'accouchement prématuré, donc la menace d'accouchement prématuré, c'est l'infection urinaire qu'il faut toujours rechercher dès qu'une femme a des contractions tout à fait anormales, en nombre, en tous les cas anormales. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand même, c'est la première cause de la MAP, c'est la première cause d'hospitalisation pendant la grossesse, et qu'il y a à peu près 10% de femmes qui accouchent prématurément, ce qui n'est absolument pas négligeable. Hein. Alors dans tous les autres cas, où il y a des menaces d'accouchement prématuré, en dehors des cas que l'on a cités, des causes que l'on vient de citer, hein, c'est-à-dire des grossesses où il y a déjà eu des menaces d'accouchement prématuré, ou les grossesses multiples, ou l'infection urinaire, et bien dans tous les autres cas, on ne trouve pas. On ne sait pas. On ne sait pas à quoi c'est dû. Alors, comme vous le savez, hein, pour celles qui me suivent un petit peu, c'est mon dada. À ce moment-là, il faut vraiment penser à l'histoire familiale. Il faut s'en occuper, rechercher un petit peu pour se débarrasser de certaines lois hein, qui seraient transmises de génération en génération. On va désobéir, hein, on va essayer de s'en sortir. Voilà. Alors, le traitement. Bon, le traitement, avant tout, évidemment, lorsque vous arrivez à la clinique ou à l'hôpital, peu importe, on fera tout de suite un prélèvement de vos urines. On fera ce qu'on appelle une ECBE pour vérifier s'il y a une infection ou pas et traiter évidemment en conséquence. Et puis en première intention, on va vous perfuser. Bien entendu, on aura fait un monitoring avec tout ce qu'il faut pour surveiller le bébé, voir comment il se comporte. Et on va donc
proposer une perfusion et puis vous passez des inhibiteurs calciques. Voilà, ça c'est la première intention. Deuxième intention, on va évidemment vous proposer toujours dans la perfusion des médicaments antagonistes, c'est comme ça qu'on les appelle, de l'ocytocine. Donc ils vont lutter contre l'ocytocine pour empêcher les contractions utérines de continuer à s'installer. Voilà, et s'il y a une infection urinaire, on donnera des antibiotiques, bien entendu. Alors évidemment, je parle des médicaments qui vont lutter contre l'ocytocine, ça c'est à condition qu'il y ait des contractions utérines. On a vu que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, il y a une menace d'accouchement prématuré. On voit bien que le col s'est ouvert, il est modifié, raccourci, ouvert. Il n'y a pas tant de contractions que ça. Donc voilà, on va établir en fonction le traitement, en fonction du diagnostic posé. On va utiliser aussi les corticoïdes. Alors tout à l'heure, on a parlé de médicaments que l'on passera en perfusion. Les corticoïdes sont faits en intramusculaire. On fait 2 injections à 24 heures d'intervalle. Et ça, c'est pas pour maman, c'est pour protéger bébé en réalité. C'est pour activer, oui, on va dire activer la maturation pulmonaire de bébé. Ça, c'est préventif. En fait, c'est au cas où la menace d'accouchement ne puisse pas être complètement réglée et que finalement il y a un accouchement prématuré, qu'on récupère le bébé dans les meilleures conditions possibles avec une maturation pulmonaire acceptable. Voilà, évidemment tout ça avant la 34e semaine d'aménorrhée. On l'a dit, on vient de parler des différents traitements que l'on mettra en place. Hein. Et puis, il y a quelque chose de très très important dont il va falloir tenir compte, les mamans, c'est que dans la menace d'accouchement prématuré, le stress et la fatigue jouent un très grand rôle. Donc, il faut absolument que les mamans concernées lèvent le pied, qu'elles fassent attention aux signes précurseurs quand le corps, il en voit toujours. Hein. Il y a les contractions utérines, on l'a dit, qui apparaissent et qui deviennent plus nombreuses. Il faut y penser, il faut regarder, essayer de compter combien il y en a dans une journée. Il y a tous les transports que vous faites pour vous déplacer de la maison jusqu'au travail. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir et qui peuvent mener vers une menace, vers un accouchement prématuré en passant par la menace, évidemment. Donc, il va falloir vous calmer, entre guillemets, dans le sens où vous reposez. Hein. Il va falloir utiliser tous les droits que vous avez, c'est-à-dire droit peut-être à une aide ménagère, et si vos gains ne vous donnent pas droit à cette aide ménagère, et que vous avez les moyens de vous payer quelqu'un qui vienne vous aider à la maison, n'hésitez pas, au moins la famille, c'est très très important, du calme, du repos, avec beaucoup de moments allongés dans la journée. Essentiel, ça fait véritablement partie du traitement. Et d'ailleurs, vous pouvez faire tous les traitements que vous voulez. Si vous ne respectez pas cette dernière partie du traitement, ça ne sera pas suffisant. Voilà. Par contre, c'est vrai que dès que vous serez arrivé à 37 semaines d'aménorrhée, c'est terminé. On arrête tout. Hein, il n'y aura plus de traitement, on laisse faire. Et si vous deviez accoucher le lendemain de vos 37 semaines d'aménorrhée, ça n'est pas un problème. On va laisser la nature reprendre ses droits. Et, bizarrement ou pas, j'en sais rien, on a constaté quand même très souvent que des femmes qui avaient été maintenues comme ça grâce à la médication, le repos, etc., en réalité dépassent allègrement leurs 37 semaines d'aménorrhée et qu'il faut parfois aider à la fin parce qu'elles dépassent leur terme. Et voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. On ne comprend pas tout, c'est clair. Hein. Mais enfin voilà, vous avez compris en gros, pas du tout en détail, ce qu'est la menace d'accouchement prématuré et ce qu'il faut faire pour y remédier. Voilà les mamans, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.